Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 août 2025. Nous sommes en fait à quelques jours du 15 août. Nous allons donc fêter le 65e anniversaire de notre indépendance. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Colonialisme a commis, capitalisme a commis, impérialisme a commis, Afrique, Asie, Amérique latine. Nous luttions pour l'affirmation de la personnalité africaine. J'insiste là parce que c'était la chose la plus difficile à obtenir plus vis-à-vis des Blancs. Il faut accélérer la lutte pour l'indépendance. C'est possible. Moi, j'ai vu même les Blancs qui se battent pour notre indépendance. Colonialisme a commis. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner, ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que l'on ne puisse pas se comprendre. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Entrent dans le PCT les cadres qui acceptent d'abandonner leur classe, qui acceptent de mourir en tant que petits bourgeois et bourgeois pour se mettre au service des masses les plus déshéritées. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventuriers de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Chacun va faire sortir sa véritable veste. Moi, c'était pas celle-là. Elle était grise chez moi. Non, chez moi, c'était rouge, ainsi de suite. Et voilà. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire d'évolution-là, ce qu'ils ont accompli, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. Mais dans quel état? Nous n'en savons rien. Nous allons certainement découvrir des discours qui seront faits et nous aurons l'occasion probablement de nous exprimer à cette occasion. Aujourd'hui, nous voulons d'abord vous donner quelques informations, mais nous avons choisi de ne pas beaucoup en donner parce que la thématique que nous avons retenue est très intéressante selon nous et qu'elle pourrait nous prendre un peu plus de temps. Donc, en termes d'information, vous avez la première information que vous avez toujours l'habitude de suivre. C'est les accords entre le Rwanda et le Congo. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Pour lesquels les 5
juin 2025, le porte-parole du gouvernement avait annoncé que le dossier était clos, qu'il était terminé et qu'il y avait eu pratiquement des correspondances entre le ministre chargé des Affaires foncières et la partie rwandaise, qui, elle, a réagi en considérant que c'était comme un fake news, a marqué son étonnement. Et nous avons souhaité avoir de la part des autorités congolaises les preuves de ces documents administratifs qui, à notre avis, ne devraient pas être cachés. Ne devraient pas être cachés. Donc, nous les attendons toujours et nous ne les avons pas eus. Mais nous n'allons pas trop épiloguer là-dessus. Nous allons rappeler encore une fois de plus que pour les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, s'agissant des relations entre le Rwanda et le Congo, la position elle est claire. C'est non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et quand nous parlons d'accords, nous avons, on vous l'a souvent dit, nous avons l'accord militaire sur la coopération militaire et technique, nous avons l'accord de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements, on a les accords sur l'exploitation minière, notamment l'exploitation de la mine de Kangamichopo, etc. Donc, c'est tout cet ensemble. Mais nous n'allons pas baisser les bras et nous allons continuer toujours à poursuivre pour que les gouvernants soient toujours au courant de ce qui se passe. La deuxième information que je vais donner, je la renouvelle parce qu'elle est très importante à notre avis, c'est la publication par le ministre de l'Intérieur de l'arrêté 1726/MID/CAB du 30 juin 2025 portant publication, semble-t-il, des partis conformes ou reconnus plutôt pour l'année 2025. Alors, nous y revenons parce que suite à cette publication, d'abord, il y a beaucoup de mécontentement. Les partis comme les nôtres qui ont des récépissés depuis 1991 ont été exclus. Il y a bien d'autres partis, il y a des partis qui ont déposé leur dossier depuis parfois 2019 et qui jusqu'à présent attendent leur récépissé. Bref, ce qui nous a intéressés, c'est que nous avons voulu essayer de faire une démonstration par la preuve. Et nous avons mené une enquête qui nous a donné des résultats que nous considérons même comme scandaleux. Parce que, en fait, en termes de partis possédant les sièges dans tous les départements, il y a le PCT, le Parti congolais du travail, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Mais nous avons relevé qu'il y avait dans cette liste 10 partis qui n'avaient aucun siège. Hors Brazzaville. Nous avons compté qu'il y avait 11 partis qui n'avaient qu'un seul siège. Hors Brazzaville, donc dans les 11 autres départements, puisqu'on est dans la vision de 12 départements. Et on s'est posé la question, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de ruses et beaucoup de malice. Parce que les Congolais ont cru dans un premier temps que lorsqu'on parlait de la reconnaissance, on a cru confondre avec la conformité avec la loi. C'est une ruse du pouvoir, en fait, qui vise quoi? Qui vise à se constituer une liste des partis. Et quand nous disons qu'il y a des deals, les gens nous attaquent en nous prenant pour des prétentieux, pour des gens qui pensent être les seuls opposants. Mais là, nous avons la preuve des deals qui sont passés. Parce qu'un parti qui n'a aucun siège hors Brazzaville, nous n'avons pas fait l'enquête à Brazzaville, comment peut-il être reconnu? Comment le ministre Et ça, quand nous avons fait l'enquête, comme nous avions commencé la réflexion depuis, mais c'est depuis 2018 que ça dure. Ça veut dire que ça vient nous confirmer ce que nous avons toujours dit. La seule élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée qui a été organisée dans ce pays, c'est celle de 1992. Toutes les autres élections ont été hors la loi et en plus se sont basées sur la tricherie, sur la fraude. Et nous constatons que cette tricherie, qui non seulement porte déjà sur les partis à reconnaître, elle doit être gigantesque en ce qui concerne le problème de la révision des listes, le problème de l'élaboration des listes fiables, le problème de la maîtrise du corps électoral et autres. Et nous pensons que c'est une situation extrêmement grave.
Et le ministre de l'Intérieur devrait en répondre. Sous d'autres cieux, il aurait déjà démissionné. Mais enfin, nous souhaitons que le ministre de l'Intérieur et peut-être Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre, le chef du gouvernement, tire les conséquences de cette situation extrêmement préoccupante. Mais puisqu'on parle de l'aspect de la conformité à la loi, il ne faut pas la limiter seulement à la loi sur les partis. Il faut regarder de façon générale. Et comme de façon générale, les gouvernants congolais violent dans l'impunité totale les lois et les règlements de la République, cette question doit être vue. Mais pour être plus court sur cet aspect, nous rappelons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. La question qui se pose, que faisons-nous? Et à ce propos, je rappelle l'article 15 qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Et il n'est pas normal qu'agissant au niveau de l'État, qu'on puisse aller vers une situation d'une injustice aussi flagrante. Et la question que nous posons, elle s'adresse particulièrement au président de la République qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution est la suivante. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? C'est une question qui est à la fois structurelle et fondamentale et sur laquelle nous devrions revenir assez souvent. Maintenant, en termes de thématiques, profitant justement de cette situation, nous avons voulu aborder une thématique que les uns les autres connaissent certainement déjà, mais nous l'avons intitulée « La mise à nu des manipulations et des manigances du pouvoir, visiblement pour conserver coûte que coûte le pouvoir ». Et pour aborder cette thématique, nous avons commencé par une situation que vous connaissez assez bien. C'est la grave crise multidimensionnelle que le Congo traverse depuis plus de 10 ans et à laquelle les gouvernants n'ont pas été capables d'apporter des solutions idoines. Et je tiens à rappeler aux Congolais que lorsque nous avons tenu la conférence nationale, on s'est appesanti sur un aspect, c'est celui de la dette qui constituait pratiquement un obstacle, un handicap au développement de notre pays. Et après la conférence nationale, les gouvernements de Pascal Lissouba et de Denis Sassou Nguesso se sont attelés. Ça n'a pas été facile. Et finalement, avec l'aide de la communauté internationale, qui nous a accepté dans l'initiative des pays pauvres et très endettés, nous avons pu atteindre péniblement et difficilement le point d'achèvement de cette initiative en 2010. Les pays pauvres et très endettés sont des pays qui sont désignés comme étant dans une situation de grande pauvreté et qui restent également lourdement endettés envers d'autres pays ou institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international, FMI ou la Banque mondiale. En vue de leur permettre de sortir de cette situation, il existe un ensemble de critères d'évaluation socio-économique et de mécanismes utilisés pour déterminer si un pays est éligible au statut de PPTE. Voici généralement les critères couramment pris en compte. Charge de la dette extérieure, revenus par habitant, indicateur de pauvreté, vulnérabilité économique, accès aux services de base, stabilité politique. Ces critères ne sont pas rigides et peuvent être ajustés en fonction de la situation économique et sociale spécifique de chaque pays, ainsi que des politiques et des priorités des institutions internationales concernées. Ce qui signifiait quoi? Ce qui signifiait une réduction drastique, significative de notre dette, qui a été ramenée autour de 20 à 25% de notre PIB, tout en sachant que la norme communautaire au sein de la CEMAC est de 70%, et qui a été ramenée pratiquement à 1565 milliards en 2010. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai vu la dernière information s'agissant de mai 2025, nous sommes autour de 8300 milliards, alors que ça nous avait ouvert des grandes perspectives de développement, de grands espoirs. Comment on a pu tomber dans cette situation? Surtout que pendant une longue période, nos budgets dégageaient des excédents budgétaires
lesquels d'ailleurs on ne sait pas où ils sont passés. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école, mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Mais lorsqu'on atteint le point d'achèvement, dès 2012, les acteurs politiques, très avertis, avaient tiré la sonnette d'alarme en disant que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle, qu'elle était politique, qu'elle était économique, qu'elle était morale, qu'elle était sociale, qu'elle était sécuritaire et autres, et qu'il fallait qu'on aille aux États généraux de la nation. Refus total des gouvernements, qui d'ailleurs ont réagi en disant « nous avons suffisamment d'argent » et que ceux qui font ce tintamarre, en fait, ils veulent être empruntés dans le gouvernement, etc. Et on a continué. Mais lorsqu'on a continué, on a fini par procéder au changement de constitution, nous allons y venir tout à l'heure. Et dans la nouvelle constitution, celle du 25 octobre 2015, il y a 2 articles, l'article 227 et l'article 228, qui instituent un Conseil national de dialogue, organe de concertation, organe d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur tous les problèmes politiques d'intérêt national. Figurez-vous que depuis 2015 que nous avons voté la Constitution, ce conseil n'a jamais été formellement mis en place, en dépit des gros problèmes que nous rencontrons. Mais par ailleurs, les voix se sont élevées à travers le pays pour appeler à un dialogue national inclusif. Martin Berry même, que Dieu ait son âme, qui a été nommé secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, on a mis la charrue avant les bœufs, a lancé en 2019 ce qu'il a appelé le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusion, qui avait 5 phases. Bon, il n'y a qu'une phase qui s'est achevée, les autres ne se sont pas achevées. Et on est là. Le gouvernement n'arrive pas. Et en 2017, c'est en 2017 que le gouvernement reconnaît qu'il y a la crise dans le pays et l'explique par la baisse drastique des prix du pétrole à partir de 2014. Ce qui est faux. La raison essentielle de notre crise, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la malgouvernance. Et malheureusement, mais quand ils ont réalisé qu'il y avait la crise, ils ont pensé qu'ils pouvaient procéder à un ajustement interne. Ils n'en ont pas été capables. Finalement, ils ont sollicité l'appui de la CEMAC pour aller vers le Fonds monétaire international. Et en 2019, on a pu avoir un programme qu'ils n'ont pas pu respecter parce qu'ils n'ont pas pu respecter les engagements qu'ils ont pris. Et ils ont pu se battre pour avoir un programme en 2022. Le programme courait sur la période de 2022-2024. Visiblement, je pense qu'il s'est achevé. Mais au moment où il s'achève, le Congo est vraiment dans le chaos, dans le gouffre, dans la catastrophe. Ça veut dire que même l'intervention du Fonds monétaire ne nous a pas permis de régler fondamentalement le problème. Et les Congolais sont véritablement dans la souffrance. Pendant que l'humanité célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau, bon nombre de ménages à Brazzaville la passent sans eau. Des robinets sont à sec. L'eau ne coule pas. Même de montrer depuis hier, il n'y a pas de l'eau ne coule pas, donc ça fait même 3 jours que l'eau ne coule pas. Des familles entières sont privées de cette ressource vitale. Nous sommes à Mungali, en plein cœur de la ville capitale. Pour s'approvisionner en eau, des populations sont soumises à des longues corvées, soit attendre à des heures dites de pointe pour voir l'eau couler de leur robinet. Cette triste réalité est même vécue au plateau des 15 ans, où les familles, pour s'approvisionner en eau, se dirigent vers des forages. Car même l'eau qui coule à des rares moments des robinets n'est pas aussi de bonne qualité.
Ça fait 26 ans que je suis au plateau. L'eau, vraiment, a des difficultés. Malgré les installations que les Chinois viennent de nous fournir là, mais l'eau ne coule pas. C'est pour cela que nous déplorons ça. Donc l'argent devient difficile. Donc quand vous achetez 10 litres d'eau, 20 litres, peut-être pour toute la semaine, il faut acheter au moins 30 litres pour boire, parce que l'eau de pompe, vraiment, c'est bon. La pénurie chronique d'eau est le quotidien des Brazzavillois, surtout pour ceux qui vivent dans des quartiers périphériques. Quitte à la congolaise des eaux de mettre en place un système hydraulique fiable pour combler les attentes des consommateurs à l'heure où l'humanité place l'eau au cœur des enjeux du développement. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? C'est qu'en dépit de ça, mais le gouvernement se refuse même à procéder à la réduction du train de vie de l'État. Et le président de l'un des pays les plus pauvres d'Afrique a dépensé 400 000 $ en factures d'hôtel lors de 2 courtes visites à New York l'année dernière. Le Sunday Times de Londres affirme que Denise Sassou Nguesso de la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, a séjourné 2 fois au Waldorf Astoria. Lors d'une visite, son entourage a occupé 44 chambres et a accumulé une facture de 252 000 $, une partie ayant été dépensée en champagne coûteux et autres boissons onéreuses. Plus de 70% des 3 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 $ par jour, malgré des revenus pétroliers de 2,5 milliards de dollars en 2006. Et l'année dernière, le pays a reçu un important allègement de dette de la part de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, car il a déclaré être trop pauvre pour honorer ses engagements financiers. Ils ont choisi de conserver les hauts salaires qu'ils ont, etc. Mais les Congolais sont dans la souffrance. Au jour d'aujourd'hui, je crois que les retraités n'ont pas touché, au titre de l'année 2025, leur pension du mois de juin et leur pension du mois de juillet. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est un cumul encore des arriérés, alors que c'est les pauvres maltraités que nous sommes. Nous avons déjà pratiquement 41 mois d'arriérés et de pension. Prévu manifester devant la primature, c'est 500 mètres plus loin au rond-point de la gare que les retraités de la CREF ont tenu à exprimer leur ras-le-bol. Ils réclament 33 mois de pension impayés. Nous sommes venus voir à la primature, voir le gouvernement pour manifester nos mécontentements de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne nous payent pas, ce n'est pas normal. Le Premier ministre est payé, le président est payé, les légaux, ils sont payés. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas le vin chez eux. Nous n'allons pas à la primature pour aller injurier qui que ce soit. Demandez à monsieur le Premier ministre, où est notre argent? Où est notre argent? Ça y est où? Si c'est au trésor, on va aller au trésor. Si c'est la crève, nous irons à la crève. Si c'est le ministre du Travail, nous allons aller chez lui. Parce que c'est aussi un Congolais comme nous. Des revendications visibles sur des banderoles et affiches pour faire entendre leur colère. Ces anciens fonctionnaires qui vivent des situations sociales difficiles se posent autant de questions sur l'argent prélevé chaque mois sur les salaires des fonctionnaires actifs. Ils exigent aussi des explications sur les 10 milliards de francs CFA décaissés par le Trésor public en fin 2020 pour le paiement de 1 mois de pension. L'argent prélevé sur les fonctionnaires, qu'a-t-il fait de cet argent? Et les 11 milliards qui ont été décaissés au trésor, qui sont arrivés à la crève, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 11 milliards qu'on devrait payer 1 mois de pension? Nous attendons cette situation. Voilà pourquoi nous sommes arrivés pour la clarification. Et nous nous donnons un délai d'1 semaine. Dans le cas contraire, ce qui découlera, ça sera sur leur responsabilité. Que nous ne la touchons qu'à l'indice, à la valeur de l'indice, c'est 160 au lieu de l'indice, c'est 300. Qu'il y a des arrérages. Mais ce n'est pas possible. Moi, sur les bourses, j'ai vu qu'on va commencer à payer une bourse, je ne sais pas quelle période, mais nous savons que la situation est dramatique dans la plupart des structures d'État. Donc, vous voyez bien que depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans, les gouvernants actuels sont incapables d'apporter la solution à la grave crise multidimensionnelle qui traverse le pays. Et puis, c'est véritablement dommage. Maintenant, le deuxième point sur lequel nous voulons insister, et il est très intéressant d'y revenir, c'est le changement anticonstitutionnel de constitution. Permettez-moi la répétition.
Mais ensuite, qui signifie quoi? Mais qui signifie le refus de l'alternance démocratique, qui est un des principes essentiels dans la démocratie. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois. Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxio, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Ce qui fait que nous confirmons le statut qui est le nôtre, puisque notre indice de démocratie est de 2,79 sur 10 et nous classe parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire la dictature. Maintenant, pour ce changement de constitution, il faut rappeler que lorsqu'on est sorti de la conférence nationale, ça nous a permis d'adopter la constitution du 15 mars 1992 qui prévoyait un mandat présidentiel de 5 ans, une fois renouvelable. Et nous avons pensé, parce que la transition était prévue pour 3 ans, il a finalement duré 5 ans. Nous avons adopté la Constitution du 20 janvier 2002 qui prévoyait 2 mandats présidentiels, un mandat présidentiel de 7 ans, une fois renouvelable. Et la Constitution de 2002 a mis un verrou, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de procéder à la révision de la Constitution en ce qui concerne le problème fondamental de la limitation en 2 du nombre de mandats. Enfrad, bonjour, rebonjour. On va passer avec vous sur la revue de presse internationale et on la commence, cette revue de presse, au Congo, où le président Denis Sassou Nguesso annonce vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud qui rappellent que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992 avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page. Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'on a fait à l'approche de 2016 lorsque le 2e mandat allait vers sa fin? On a instrumentalisé les populations pour réclamer que le président Sassou brigue un 3e mandat, avec des raisons comme quoi s'il était le seul à garantir la paix, le développement et la stabilité du pays, qu'il était le seul à conduire le pays à l'émergence à l'année 2025 et autres. Pierre Ngolo, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi voulez-vous changer la Constitution afin que le président Sassou Nguesso puisse solliciter un 3e mandat l'année prochaine? Je dis le problème n'est pas le problème de Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est le problème de la démocratie congolaise qu'il faut consolider. Et ceci appelle un changement de constitution.
Malheureusement, tous ceux qui réagissent ne posent le problème que par rapport à Denis Sassou Nguesso. Mais on le redoute tant, parce qu'il est le meilleur de tous. Mais être meilleur n'est pas une faute. Vous estimez que le président sortant est le meilleur de vos candidats pour l'année prochaine? Mais pourquoi cet acharnement, si on ne le redoutait pas, si on n'avait pas conscience de ce qu'il est le plus fort de tous ceux qui sont là? Alors, vous dites que le changement constitutionnel doit se faire par consensus, mais il manquait beaucoup de monde lors du dialogue national de Sibiti le mois dernier. Sibiti a été un grand moment de mobilisation. On avait là-bas la majorité présidentielle, l'opposition, dans sa plus grande partie. Même le MCDD dont vous avez parlé, le MCDD était à Sibiti. Et on avait là-bas tous les partis du centre. Mais Pierre Ngolo, quand il manque à ce type de dialogue des personnalités comme Mathias Dzon de l'UPRN, Guy Brice Parfait-Kolela du MCDDI, Satima Biala de l'UPADS, est-ce qu'on peut parler de consensus? Je ne sais pas. Moi, je dis la chose suivante, qu'à Sibiti, il y a eu consensus. Et je dis qu'il y a quelques personnalités que vous citez, qui, depuis un certain temps, font preuve d'un radicalisme excessif et qui refusent toute offre de dialogue. Et c'est pas eux l'essentiel de la classe politique congolaise. C'est pas eux. Vous parlez de M. Jean Mathias, qui est un frère, que je connais bien, que je respecte. Bon, je sais la dimension que vous lui donnez. Mais sur place, quelle est sa dimension réelle? Et on peut comme ça multiplier les exemples. Pierre Ngolo, il y a même des ministres comme Guy Brice Parfait-Kolela qui sont hostiles à ce changement de constitution, ce qui veut dire qu'au sein du gouvernement, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui. Écoutez, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence d'opinion. Mais le plus important n'est pas cela. Le plus important, c'est quelle est la tendance majoritaire. Si c'est un des membres du gouvernement qui disent non, est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il n'y a pas consensus? Mais comment pouvez-vous parler de consensus dans le pays s'il n'y a même pas de consensus dans le gouvernement? Mais est-ce que consensus veut dire unanimité absolue? Je ne pense pas. Je dis que dans le pays, il y a consensus. À preuve, nous étions à Sibiti. Et je dis à Sibiti, c'était l'essentiel de la classe politique congolaise. Il y a 10 mois, les partisans de Blaise Compaoré disaient qu'il y avait consensus au Burkina pour la réforme constitutionnelle. On a vu le résultat, la rue a fait tomber le régime. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il arrive la même chose à Brazzaville? Mais il n'y a pas de raison. Avant Sibiti, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu l'étape des consultations présidentielles. Et ça n'a rien à voir avec la démarche du Burkina, ça n'a rien à voir. Au Burkina, c'était nous voulons de ceci. Et nous y allons, peu importe. Ce n'est pas la logique du Congo. Alors vous vous appuyez sur ce dialogue national de Sibiti, mais vous ne dites pas un mot sur le dialogue alternatif qui a eu lieu 2 semaines plus tard à Brazzaville et qui, au contraire, a dénoncé ce projet de changement de constitution en le qualifiant de coup d'État constitutionnel. Je pense qu'il y a là abus de langage. Ils ont dialogué avec qui? Avec le gouvernement? Avec la majorité? Quels étaient les contradicteurs? Il s'agit là de l'opposition radicale. Ils se retrouvent entre eux, c'est un véritable monologue. Dans ce dialogue alternatif de Brazzaville, il y avait tout de même un ministre en exercice, Parfait-Kolela, un ancien ministre de la Défense, Bouao, et un de vos camarades du PCT, Okombi Salissa. Mais tout ce que vous citez là, ce sont ceux qui disent non au changement de la Constitution. Vous n'avez personne investi par le Parti congolais du travail qui était là-bas. Nous étions en bureau politique du Parti congolais du travail. C'est la question. Le camarade que vous citez, le camarade Charles Bravo, était le seul en bureau politique à avoir une opinion contraire. Que répondez-vous à ceux qui disent que la constitution actuelle, la constitution de 2002, a amené la paix au Congo et qu'en voulant changer de constitution, on va amener une crise là où il n'y en a pas? Mais la constitution du 20 janvier a amené la paix au Congo parce que jusque-là, on a la tête de la République, Denis Sassou Nguesso. Que répondez-vous à Barack Obama quand il dit « La démocratie est en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat ». Bien, mais c'est une position de principe. Mais il n'y a pas de démocratie sans peuple. Les dirigeants le sont du fait de la volonté du peuple. Donc, quand Barack Obama dit « personne ne devrait être président à vie », vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais est-ce que la présidence à vie, c'est une simple volonté du dirigeant? Si d'aventure un peuple pense que le dirigeant qu'il a, c'est celui qui mérite pour l'instant, il n'y a personne pour dénier au peuple ce droit et cette prérogative. Mais quand Blaise Compaoré voulait modifier la Constitution pour rester au pouvoir, il disait lui aussi qu'il ne faisait que suivre la volonté du peuple. Mais je vous ai dit que c'est 2 cas différents. Le parallélisme que vous faites entre le Burkina et le Congo procède de la non prise en compte de ce qu'il y a une vingtaine d'années, le Congo a vécu avec douleur. Vous pensez à la guerre civile de 1997? Il faut faire que demain, le Congo ne revive pas ce qu'il a déjà vécu et qui reste gravé dans la mémoire des Congolais. Pierre Ngolo,
Merci. Les Congolais vivent les faits. Ils vivent les faits, ils ont voulu la démonstration, mais la démonstration, ils l'ont eu. Et nous savons que ce changement de constitution s'est fait en violation des lois et règlements de la République. C'est fait en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine qui condamne et rejette tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est fait en violation de la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, qui non seulement rejette tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, mais qui en plus condamne toute démarche tendant à empêcher l'alternance démocratique par le changement de la Constitution. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine a pris fin ce 28 mai 2022 ici à Malabo, en Guinée équatoriale, avec une séance intense sur le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement en Afrique. Plusieurs chefs d'État et gouvernements africains ont répondu présents à cette cérémonie de clôture. Que l'Afrique est aux prises avec les crises humanitaires, sécuritaires et politiques, les chefs d'État et gouvernements africains ont réaffirmé leurs inquiétudes quant à la dégradation de la situation humanitaire et se disent engagés à œuvrer pour amener la paix et la stabilité sur le continent. Nous condamnons fermement les changements anticonstitutionnels en Afrique dénommés coups d'État. Coups d'État qui surviennent à une fréquence inacceptable parce que face à cela, il y a une certaine passivité, l'indifférence et l'inaction de la part de certaines structures continentales et régionales. Nous sommes confrontés à une succession d'actes, d'événements qui constituent de véritables revers dans le domaine politique, économique, social et en ce qui concerne les acquis que nous avons réalisés en termes de sécurité et de stabilité sur notre continent au cours des 2 dernières décennies. Et malheureusement, c'est ce que nous avons vu. Et pour la circonstance, le gouverneur avait consulté Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de la France, pour voir comment on pouvait modifier la Constitution pour que Denis Sassou Nguesso se maintienne au pouvoir. Sa réponse était claire. Ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Et toute autre solution est exclue. Malgré tout, nous avons insisté pour changer. On a procédé au changement de constitution, soi-disant pour faire évoluer les institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec ce qui s'est passé à travers le monde, on peut essayer de visiter, sinon d'avoir une lecture de ce qui s'est passé à travers le monde. Et c'est à ça que je vais vous inviter. Pour faire cette lecture, je vais me rapprocher, rappeler ce qui s'est passé pour le président Boni Yayi, dont le 2e mandat s'achevait en 2016, mais qui a déclaré qu'il ne pouvait pas, en dépit des pressions, procéder au changement de constitution pour briguer un 3e mandat. Mes très chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion et de considération que je m'adresse à vous. Ce jour, mardi 5 avril 2016, où constitutionnellement, mon mandat prend fin à minuit. Je saisis cette opportunité pour vous remercier très respectueusement et solennellement pour la confiance et l'honneur que vous m'aviez fait en me portant à 2 reprises, chers compatriotes, à la tête de notre grand et beau pays, le Bénin. Ainsi, vous avez 10 ans durant, avec moi, consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices, et édifié jour après jour, pierre après pierre, notre patrie commune. Béninoises et Béninois, très chers compatriotes, en ce moment où je m'apprête à quitter la fonction présidentielle, je voudrais vous rappeler que le Bénin, notre pays,
est un merveilleux don que le Père Céleste nous a offert. Nous devrions en être attachés, chers compatriotes, comme à la prunelle de nos yeux, et continuer ensemble à le construire. Chaque génération s'efforçant de faire un peu plus, avec la volonté de le léguer. Plus beau, plus grand, plus stable, plus sécurisé, mieux géré, mieux gouverné et plus prospère aux futures générations. C'est avec gravité que je vous dis à nouveau cette conviction forte qui a dirigé toute ma gouvernance et que j'invite la jeunesse à partager. Citation, nous sommes un grand peuple, une grande nation dont le génie se manifeste avec un éclat particulier toutes les fois que nous sommes ensemble, unis autour de notre patrie commune, le Bénin. Fin de citation. Mes très chers compatriotes, j'ai mené avec votre soutien indéfectible et permanent mon combat. Nous avons construit le pays pour le hisser au niveau que nous avons pu avec la grâce de Dieu, le Père Céleste. L'œuvre a été ardue et n'a pu être réalisée sans des insuffisances pour lesquelles je demande d'ores et déjà avec beaucoup d'humilité votre indulgence. Le Seigneur étant toujours dans la barque. Cette œuvre doit se poursuivre et de nouvelles pierres doivent s'ajouter à l'édifice. Elle se fera à partir du 6 avril 2016 à 01 avec une nouvelle équipe dirigée par le président Patrice Talon, que je félicite une fois encore et à qui je souhaite la réussite totale à la tête de notre pays. Je demeure convaincu, mes chers compatriotes, que c'est ensemble que nous sommes plus forts, unis et déterminés, que la construction entamée doit continuer, que de nouveaux succès seront engrangés pour le progrès de notre nation et l'amélioration continue des conditions de vie et de travail de notre vaillant peuple. Très chers frères, très chères sœurs, cultivons encore et toujours la paix, l'unité et la concorde nationale. Je vous confie tous à la miséricorde du Père Céleste. Il sera toujours présent de manière particulière au Bénin, qui restera maintenant et à jamais debout et fier. Chers compatriotes, je vous confie la République et partout où je serai, mon esprit sera toujours avec vous. Et de par ma foi, grand Dieu, grand roi, Dieu des cieux déversera sur notre pays sa bénédiction, sa grâce et sa gloire. Mes chers compatriotes, chers collaborateurs, chers partenaires au développement, chers présidents de nos institutions, chères forces de défense et de sécurité, chers jeunes, chères femmes et chers mamans, chers producteurs et créateurs de richesses, chères forces vives de la nation, à bientôt. Que Dieu bénisse
notre patrie commune, le Bénin. Dans son cas d'ailleurs, et c'est un cas sur lequel les Congolais doivent réfléchir, le Conseil constitutionnel avait clairement pris position en disant qu'au Bénin, il n'est pas possible de procéder à la révision de la Constitution sur l'aspect qui concerne la limitation des mandats. Donc, en fait, le président Boni Yayi a fait ses 2 mandats comme convenu. Et après les 2 mandats, il est parti. L'autre cas qui est intéressant pour qu'il soit vu, mais c'est le cas du président Mahamadou Issoufou du Niger, qui a déclaré « Je suis un démocrate dans l'âme et je n'ai pas l'arrogance d'être un homme providentiel irremplaçable. » Et malgré lui aussi les pressions des proches, parce qu'on en parle toujours, il a décidé de respecter la Constitution. Et c'est en 2021, je crois, qu'il a terminé son 2e mandat et qu'il est parti. Le 3e cas sur lequel nous allons nous pencher, qui est plus intéressant, pourquoi? Mais parce qu'il s'agit du cas de la Guinée, où le président Alpha Condé avait déjà réussi à briguer un 3e mandat. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a été renversé par le président Mamadi Doumbouya. Et le président Mamadi Doumbouya, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, il a fait une déclaration qui a retenu l'attention de tout le monde et qui a principalement intéressé les Congolais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour renverser un régime. Et il a ajouté, je souhaite que l'on retienne bien que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les règnes du pouvoir. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putschs militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Vous voyez que c'est clair et que la tendance au niveau de l'Afrique, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler les conservateurs qui, eux, s'accrochent au pouvoir et ne veulent pas le quitter. Mais il y a ce que je pourrais appeler la jeune génération, les rénovateurs,
qui estime qu'il est intéressant que les Africains commencent par respecter leurs textes de base et qu'ils n'aillent pas comme ça modifier les constitutions. Maintenant, après le cas de la Guinée, nous pouvons rejeter un coup d'œil sur le cas du Bénin avec le président Talon, dont le mandat se termine en 2026. Et comme partout ailleurs, il y a toujours des pressions qui sont exercées par les proches pour qu'il brigue un troisième mandat. Et le président Talon a dit, il s'est refusé à cet exercice. Et il a même dit qu'il y a des Béninois qui pourraient beaucoup mieux faire que lui et qu'il fallait laisser, qu'il ne fallait pas s'attarder au pouvoir pour briguer un troisième mandat. Et lui, il va essayer de suivre l'exemple de Kony Yayi et de Mahamadou Issoufou et les autres. Maintenant, le cas le plus fantastique, le cas qui est vraiment intéressant à être suivi, c'est la déclaration du président Ibrahim Traoré, qui lui s'est adressé aux présidents africains. Et je vais me permettre de vous lire ce qu'il a dit dans son adresse. Il dit ceci: je m'adresse aux chefs d'État africains, à ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, transmis de père en fils, à ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent les lois pour rester accrochés à un fauteuil devenu leur obsession. Il ajoute, camarades, l'Afrique ne veut plus de rois camouflés en président. La jeunesse africaine ne se laisse plus endormir par des discours, ni effrayée par les matraques. Elle veut du changement, pas des promesses recyclées. Le pouvoir n'est pas un héritage, c'est une responsabilité. Il ne doit pas être confisqué par une famille ou un clan. Et je crois que les Congolais se retrouvent là-dedans. Parce que la tendance dans des pays comme les nôtres, c'est de croire que le pouvoir est une affaire de clan, une affaire de famille, et qu'il doit avoir une transmission, etc. Et nous sommes très heureux de constater qu'au niveau de certains chefs d'État, la vision et la visibilité est très claire. Malheureusement, tel n'est pas le cas au niveau du Congo. Et nous allons certainement encore en souffrir, puisque, en dépit du fait que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi, mais on entend des voix s'élever tous les jours pour demander qu'il se présente à l'élection de 2026, après 40 ans de pouvoir, avec le bilan que vous connaissez. Maintenant, le troisième aspect, c'est celui relatif aux violations dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Et notre constitution, celle du 25 octobre 2015, elle est claire. L'article 15, l'article 50 de cette constitution dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer à la constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la société. Et nous avons toujours fait asseoir cet article avec la déclaration du président Denis Sassou Nguesso lorsqu'il était opposant. Et nous revenons souvent sur cette déclaration lorsqu'il dit « J'insiste pour dire que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Et lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. J'insiste pour dire que jamais, 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 nous ne pourrons accepter que des élections hors la loi soient organisées. » Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Les choses étaient claires, limpides, en symbiose avec ce qui est prévu dans la Constitution.
Et quand on prend l'un des aspects de son message à la nation en 2023, ben il dit les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais pourquoi nous sommes alors dans l'anticonstitutionnalité si les choses sont aussi clairement énoncées? Ce n'est pas possible. Mais dans la réalité, que constatons-nous? Non seulement que nous avons choisi le chemin de l'anticonstitutionnalité, c'est-à-dire que nous faisons apparaître qu'il y a un paradoxe entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Mais en plus, sur le terrain, nous constatons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Alors, comment on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer cela? Surtout que dans le cas du président, nous tenons à relever qu'il a violé le serment qu'il a prêté. D'une part, de respecter et de faire respecter la Constitution, d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. C'est véritablement inacceptable. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et la question qu'on peut se poser, lorsqu'on a parlé du changement de Constitution en 2015 pour faire évoluer les institutions, est-ce que ça voulait dire qu'il fallait adopter une constitution que les gouvernants allaient violer dans l'impunité totale? Non, malheureusement, ils sont mis à nu. C'est bien connu maintenant. C'est bien connu. Et si les Congolais ne faisaient pas attention avant, ils font attention. Ils font attention maintenant. Et il y a toujours un dilemme dans notre pays. Maintenant, le quatrième point que nous allons aborder, c'est la gestion clanique. Nous sommes assez souvent revenus là-dessus. Mais sur les réseaux sociaux ces derniers temps, on est revenu là-dessus. Pourquoi? Mais parce qu'on a découvert une note signée par le ministre des Finances, du budget, du portefeuille public, note dans laquelle il a nommé les chefs de service. Et à travers les réseaux sociaux, ça a suscité beaucoup de réactions. Parce que les gens ont constaté que 29 de ces 32 chefs de service appartenaient soit à la même ethnie que le président de la République, soit au même département. Ce qui n'est pas sérieux. Parce que notre devise en termes de devise du Congo, c'est unité, travail, progrès. Mais lorsque nous regardons, c'est vrai qu'on s'est acharné sur le ministre des Finances, du budget et du portefeuille. Mais le problème ne se pose pas que maintenant. Regardons au niveau des institutions. On peut prendre le président de la République. On peut prendre le président du Sénat. On peut prendre le président de la Cour suprême. On peut prendre le président de la Cour constitutionnelle. Mais ce constat, il existe au niveau pratiquement de toutes les institutions. Et pourtant, notre devise, on commence par l'unité. On commence par l'unité. Et ce constat est fait pratiquement au niveau administratif. Vous prenez par exemple tous les directeurs généraux des régies financières, trésor, douane, etc. C'est le même constat. Où allons-nous? Maintenant, c'est bientôt les élections et on va venir parler aux Congolais de ce qu'on va développer. Mais est-ce qu'on peut développer le Congo si on est dans cette vision? D'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'on a fait le dernier gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso, quand vous prenez deux départements, le département de la Cuvette et le département de Ilankeni Alima, mais vous avez 17 ministres sur 38. La Sanga n'a qu'un ministre. Là, le Kuala, je crois, deux, je crois. La Bouenza, le département le plus peuplé, en a 2. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on pense vraiment au développement du pays? Et ça, c'est du tribalisme, c'est de la gestion clanique. Est-ce que nous sommes en mesure d'adopter des attitudes qui nous éloignent de cela? Et c'est ça l'héritage que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Parce que l'interprétation de ce phénomène veut dire quoi? Et que l'intelligence au Congo a choisi un département. L'intelligence au Congo a choisi une ethnie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est faisable? Et après, on parle de paix. Après, on parle de vivre ensemble.
Est-ce que lorsqu'on est dans cette vision, on peut penser qu'on a l'amour du pays, on peut penser qu'on a l'amour du prochain? C'est pour ça que chaque fois qu'on peut mettre ces différentes situations à nu, il faut qu'elles soient mises à nu et que les choses changent fondamentalement. Je me rappelle d'ailleurs de la déclaration de ce dignitaire du PCT qui a dit « Tant que nous n'avons pas fini de développer le pays, nous ne quitterons pas ». En fait, je me demande s'il voulait parler réellement de développer ou il voulait dire que tant que nous n'avons pas fini de mettre totalement en ruine ce pays, nous ne laisserons pas. Et c'est véritablement dommage. C'est triste. Mais c'est ce que nous vivons. Maintenant, le point qui vient après, je crois que c'est le 5e, qui nous préoccupe, qui nous dérange. C'est la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos. Et ça, dans l'impunité totale. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde. En 2024, son indice de perception de la corruption était de 24 sur 100, véritablement médiocre. En 2023, il était de 22 sur 100. En 2022, il était de 21%. 21 sur 100. Ça nous classe parmi les pays. On fait même partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et les gouvernants le savent. Ils ne le savent pas maintenant. Puisque je vous rappelle encore une fois de plus qu'en 2009, le président Sassou a déclaré lors de son investiture que je ne surprends personne en affirmant que le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de népotisme, de fraude, de détournement des deniers publics et d'actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Et il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce sont les gouvernants qui sont à la base de la misère du peuple congolais. Nyanya soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Ce sont les gouvernants qui sont à la base de la misère du peuple congolais. Et malheureusement, mais j'ai pris des notes ici. En 2017, dans son message sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en Congrès, le président de la République a affirmé en fait que la lutte contre la corruption, contre ce qu'on appelait les antivaleurs, qu'il s'agissait en fait de la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Mais c'est en 2018 qu'il fait une déclaration que je peux considérer comme historique. En fait, il dit quoi en 2018? Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de la transparence et
d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Écoutez bien, face aux délices économiques quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Je reprends. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Mais après une aussi belle déclaration, comment on peut expliquer le mutisme, le silence et l'acceptation par les gouvernants du niveau élevé de la corruption qui existe dans notre pays? Ce n'est véritablement pas acceptable. C'est même inconcevable. Comment cela peut-il s'expliquer? Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Alors, les cas de corruption, les cas de détournement, ils sont devenus extrêmement nombreux. Le cas le plus remarquable, c'est les 14 000 milliards pour lesquels des engagements avaient été pris, soi-disant pour déposer l'argent des excédents budgétaires dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'on ne retirerait aucun franc de ce compte sans loi de finances rectificative, qu'il y aurait un audit fait par la Cour des comptes chaque année. Depuis 2006, la Cour des comptes est là, la Banque centrale est là, et l'audit n'a jamais été fait. Comment on peut expliquer ça? Mais ce n'est pas le seul cas. Les malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Le détournement de 9 milliards de francs CFA des pensions de novembre et décembre 2016. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses.
Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Ce discours de plus d'une heure, transmis en direct à la radio et à la télévision publique, a été suivi par les étudiants qui ne sont pas restés silencieux. Prince Bayunga a suivi avec attention le message du chef de l'État sur l'état de la nation. La partie du message qui écœure le président du mouvement des élèves et étudiants du Congo. C'est lorsque le président de la République aborde le budget alloué par l'État pour le paiement de la bourse des étudiants. Le président vient donc de dévoiler, ce n'est pas un secret des polichinelles, que pour payer la bourse des étudiants, ce n'est pas 9 milliards, mais plutôt c'est 3 milliards de francs CFA. Voilà la question que nous nous posons maintenant. Puisque déjà c'est connu par l'état financier, pour payer la bourse, il faut 3 milliards. Mais les 6 milliards supplémentaires vont où? Et alors, voici aujourd'hui, jour pour jour, plus de 5 ans, depuis 2018 jusqu'à nos jours, la bourse des étudiants n'est plus payée, n'est plus à l'ordre du jour. Encore moins, plus d'actualité. Selon le président de la République, il est essentiel d'avoir une justice impartiale et un contrôle d'État efficace afin de garantir un service public de qualité et de lutter efficacement contre la corruption et les autres pratiques antivaleurs. Le dossier FIGA, le différentiel de 6 milliards de bourses qui se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces. Déclaration faite le 28 novembre 2024. Et jusqu'aujourd'hui, absolument rien n'est fait. Le Trésor guette les 160 milliards détournés au niveau du ministère de la Santé et de la Population. Mais qui en paye le prix? C'est la population qui souffre. C'est la population qui souffre. Et que faisons-nous? Ils n'osent même pas agir pour la réduction du train de vie de l'État. Et je constate que même la mesure qui consiste à agir sur les missions, notamment dans le cas de la suspension des missions des ministres à l'étranger, même ça, le Premier ministre Anatole Koliné-Makuso prend des notes circulaires, mais ce n'est pas du tout respecté. Et les Congolais se sont rendus compte qu'on se moquait d'eux. Maintenant, si on revient au dossier, il y a ces révélations des Panama Papers, selon lesquelles 6 Congolais détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et pendant ce temps, les Congolais souffrent. Regardez les hôpitaux, regardez les écoles, regardez. Et je vois le ministre Mboulou qui prend une note comme quoi maintenant les recettes générées par les passeports, il faut maintenant que ça soit baissé à son niveau. Il en informera le ministre des Finances. C'est-à-dire qu'il va violer une nouvelle fois les lois et règlements de la République. Comment on peut justifier ça? Et nous avons dit niet à ce genre de situation et que ça ne devrait pas se faire. Donc, on constate, et les Congolais constatent, que les gouvernants actuels ont choisi une gouvernance basée sur le vol, basée sur la fraude, sur la corruption, sur le détournement du denier public, du jamais vu. C'est véritablement scandaleux. Et chaque fois qu'on en parle, ils font comme si rien n'existait. Ils ne se rendent, enfin, ils sont même indifférents à la misère et à la souffrance des Congolais. Une chose les intéresse, demeurer coûte que coûte au pouvoir, conserver le pouvoir
Et c'est véritablement. Maintenant, le point qui vient après, c'est, nous tenons à le relever, cette justice à 2 vitesses. Les Congolais ont suivi la déclaration du procureur de la République sur un coup d'État dont la personne qui est montée en épingle, c'est maître Bob Kaben Masuka. Ce qui est curieux, c'est qu'il a été enlevé le 9 juillet et moins de 2 semaines après, la note a déjà été faite. Mais pourquoi on ne s'intéresse pas à la résolution des scandales et crimes économiques et financiers? Pourquoi on demeure dans cette situation? Alors, c'est ça le constat qui est fait. C'est la traque des opposants. Parce que généralement, les opposants constituent comme des obstacles à ce que l'on puisse agir pour la conservation du pouvoir. Et en ça, je pense au cas de Jean-Marie Michel Moukoko, sur lequel nous allons essayer de dire quelques mots. Mais avant d'arriver au cas de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Okombi Salissa, nous allons essayer de dire un mot sur cette révélation qui a été faite par Laurent Sokoko. Révélation relative à un complot international qui visait à l'assassinat du chef de l'État. C'est le silence total. Laurent Sokoko a fait passer beaucoup de vidéos. Et je me rappelle que s'agissant de Moukoko, lorsque le 16 février 2016, il a annoncé sa candidature à la présidence de la République, dans la soirée, nous avons vu une vidéo circuler. Une vidéo qui circulait. Et après, c'est cette vidéo qui a été utilisée pour qu'il soit dans la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, en train de purger pratiquement sa 10e année à la maison d'arrêt. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et quand nous parlons de Jean-Marie Michel Moukoko, nous revenons à cette situation avec le pasteur Ntoumi. Parce que pendant que le général Jean-Marie Michel Moukoko a ses tracasseries au niveau avec la justice, avec la direction générale de la surveillance du territoire, mais il y a l'attaque du 4 avril 2016, attaque, semble-t-il, qui est attribuée au pasteur Ntoumi et à ses proches, que les gouvernants considéraient des terroristes avec lesquels on ne devait pas négocier. Mais c'est avec ces terroristes que l'on a finalement négocié un accord de paix. Les mandats d'arrêt internationaux qui avaient été lancés ont été pratiquement annulés. Et on ne peut pas se permettre. Et aujourd'hui, les voix se sont élevées à travers le monde pour demander la libération de Jean-Marie Michel Moukoko, même parfois pour demander le retour des exilés au Congo. Mais malheureusement, en fait, on se rend compte qu'on a choisi de traquer les opposants pour laisser à l'abri, sous la protection, les responsables des scandales de crimes économiques et financiers et d'autres à qui on attribue même parfois certains statuts et à qui on accorde beaucoup de faveurs. Et ce n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas du tout normal, mais il faut que nous continuions de suivre le problème. La thématique qui vient après, c'est une gouvernance. Cette fois-ci, je parle de gouvernance électorale, basée sur le vol, sur la tricherie, sur la fraude. Et à ce propos, nous pouvons dire encore une fois avec force que les mascarades de concertation politique qui ont eu lieu depuis 2009 à Brazzaville, 2011 à Evo, 2013 à Dolisie, 2015 à Sibiti, 2007 à Wesso, 2020 à Madingwe, 2022 à Ouando, n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Et les principaux problèmes demeurent. Quels sont les principaux problèmes? La mise en place d'une véritable commission électorale indépendante. Je dis bien la mise en place d'une véritable commission électorale indépendante. On n'en veut pas. Mais il faut rappeler aux amis du PCT qu'ensemble avec nous autres, nous avons signé un mémorandum en 1997 que nous avons adressé au président Pascal Lissouba
mais dans lequel nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale indépendante. Mais depuis qu'ils sont revenus au pouvoir en 1997, on ne veut plus entendre parler de cela. Autre problème qui nous préoccupe, c'est la maîtrise du corps électoral. On avait parlé de la biométrie. Où est-ce qu'on en est avec la biométrie? C'est depuis 2013 à Dolisie qu'on a sorti la recommandation de l'établissement des cartes biométriques avec photo. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Autre problème, l'élaboration des cartes des listes électorales fiables. L'élaboration des listes électorales fiables. Autre préoccupation, la sortie d'un texte plafonnant les dépenses des campagnes électorales, etc. Et en fait, il y a un problème plus bref, ou tout autant important, c'est la refonte de la loi électorale. Et les gens ont suivi qu'en mars 2024, le ministre de l'Intérieur avait invité le groupement politique à une réunion, annonçant qu'il y allait avoir une concertation politique, encore que aucune de ces concertations n'a une base juridique qui allait se pencher sur le problème de la refonte de la loi. Et depuis, cette concertation n'a pas eu lieu, depuis on n'en parle pas. Ce n'est pas sérieux. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on constate? Mais le ministre Mboulou, il nomme les membres du fait nommer les membres du comité central, les membres du parti, etc. Préfet, sous-préfet, administrateur, maire, secrétaire général, dans le but d'avoir le contrôle de l'appareil. Et maintenant que nous avons parlé, que nous allons reparler de l'arrêté 1726, qui met à nu la pratique au niveau de ses gouvernants, il faut bien que le ministre Mboulou se rende compte qu'aujourd'hui, les Congolais sont bien avertis de la situation. Il faut que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso le sache, que les Congolais sont maintenant bien informés de ce que le système de leur gouvernance électorale est basé sur la fraude et sur la tricherie. Et c'est pour ça que je vais en venir, parce que le ministre Mboulou signe beaucoup de notes sur la réalisation de la révision des listes électorales, etc. Mais je vais lui lire quelques passages ici. Issus des travaux de la mascarade de concertation politique de Dolisie en 2013, on disait quoi? Il était dit ceci. Examinant le point relatif à la méthodologie de détermination du corps électoral, les membres de la commission ont relevé ce qui suit. 1. La méthodologie proposée par l'administration, consistant à déterminer le corps électoral au moyen d'une révision des listes électorales, n'est pas de nature à permettre une bonne mise à jour du fichier électoral. Le ministre Mboulou est ministre chargé des questions des élections depuis 2007, il y a 18 ans. Et il n'a pas été capable de résoudre ce problème. Et il souhaite certainement que le président Sassou continue, qu'il ait certainement des mandats qui l'amènent à un siècle pour qu'il réussisse à faire ça. Ce n'est pas normal. 2. L'organisation des élections apaisées, libres et transparentes, ainsi que la préservation de la paix sociale, dépendent d'une bonne maîtrise du corps électoral. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les simulacres qu'ils sont en train de faire avec le ministre Mboulou, etc., mais c'est dans le cadre de la conservation du pouvoir, de la tricherie et de la fraude. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour ça que nous revenons sur cet arrêté 1726, MID-CAB du 30 juin 2025, qui n'avait entre autres objectifs que l'exclusion et l'élimination de plusieurs partis et de plusieurs leaders des partis politiques de la vie et de l'animation politique dans ce pays. Nous en avons parlé, nous en reparlons. Et ce n'est pas la première fois, nous avons à plusieurs reprises saisi le ministre Mboulou sur cette question. Il est resté comme un roc, violant les lois et règlements de la République, violant la Constitution, à partir du moment où c'est fait pour garantir la conservation coûte que coûte du pouvoir, ça ne fait absolument rien. Mais je dis aux téléspectateurs que l'enquête que nous avons faite a révélé clairement que la reconnaissance de certains partis
par le ministre de l'Intérieur n'est qu'un mode utilisé par lui pour désigner les partis qui vont accompagner le parti au pouvoir dans le coup d'État constitutionnel qu'ils veulent faire, dans le coup d'État électoral qu'ils se proposent de faire. C'est pour ça qu'on a beau dire au ministre Mboulou que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Mais chaque fois qu'il reconnaît les partis, mais le PCT est dans la loi. Ça veut dire qu'il a utilisé la ruse et la malice. Parce que pour lui, la reconnaissance n'est pas liée à la conformité des partis. Mais aujourd'hui, nous avons mis à nu et nous avons découvert le poteau rose. Et qu'est-ce qu'il doit faire? J'aurais dit que dans un pays sérieux, le ministre Mboulou aurait démissionné. Je dis bien, dans un pays sérieux, le ministre Mboulou, parce que lorsqu'un ministre, dans la gestion des affaires de la cité, est plongé dans les affaires de faux et de l'usage de faux, qui tendent surtout à apporter des modifications au plan de la maîtrise du corps électoral, au plan de l'élaboration des listes électorales, etc. Je crois que la décision devrait être immédiate. Mais au Congo, le président de la République observe. Le Premier ministre observe. Tant que c'était fait selon eux pour leur intérêt, ils n'ont aucun intérêt à sanctionner le ministre Mboulou, qui est dans cette situation extrêmement difficile. Mais la question à laquelle on pose au ministre Mboulou, mais elle peut être posée également au Premier ministre Anatole Koline Makosso, elle peut être posée au président de l'Assemblée nationale, elle peut être posée au président du Sénat, à tous les responsables de toutes ces institutions qui, dit-on, fonctionnent bien. Puisqu'on parle de conformité de la loi et que vous savez tous que vous n'êtes pas en conformité avec la loi, nous vous rappelons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Nous vous rappelons que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Alors la question qu'on vous pose, que faisons-nous? La conformité ne touche que le parti de Mierassa, parce que Mierassa serait faible dans ce pays, et c'est vous qui avez la force publique, qui avez, etc., et que vous pouvez en imposer à tous les Congolais. Vous vous trompez. Relisez la Constitution. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Et moi, je compte sur la protection de l'État. Et c'est dommage ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que j'ai dit, mais le ministre de l'Intérieur doit tirer les conséquences de cette situation. Quand, dans sa liste de 42 partis qu'il a reconnus, il y a 10 partis qui n'ont aucun siège hors de Brazzaville. Il y a 11 partis qui n'ont un siège que dans un seul département hors de Brazzaville. Ça fait déjà une vingtaine. Mais on demande purement et simplement au Premier ministre Anatole Koline Makosso, au ministre Mboulou, au président de la République de tout mettre en œuvre pour le retrait pur et simple de cet arrêté. Et que pour que les leçons puissent être tirées. Maintenant, après avoir fait ça, après avoir passé en revue, ce n'est certainement pas exhaustif, mais on a choisi, on a pris un certain nombre de sujets qui permettent aux Congolais de voir l'illustration de la manipulation et de la manigance qui est utilisée par le pouvoir. Nous allons essayer de dire quelques mots sur le bilan parce que nous aurons l'occasion d'y revenir plus profondément. Mais les mots que nous disons, ils sont synthétisés en ceci. Le président de la République a déclaré en 2024, en mars 2024, que le ver est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Depuis qu'il a dit ça, depuis 2024, le ver n'a jamais pu être détruit. Le ver n'a pas été détruit. Mais, pour donner de l'eau au moulin, mais nous venons à la déclaration du ministre des Finances à Pointe-Noire devant les douaniers, lorsqu'il dit que payer les salaires dans ce pays, c'est une véritable acrobatie. C'est un véritable casse-tête. Financer le développement, financer l'avenir du pays, c'est un véritable casse-tête. Financer l'avenir de la jeunesse, c'est un véritable casse-tête. Est-ce qu'il y a un bilan plus fort que celui-là pour dire que l'échec est patent et qu'il est total? Évidemment, on nous dira beaucoup de choses.
On nous dira beaucoup de choses puisque j'ai entendu une personnalité de ce pays dire que le président Sassou est déjà, somme toute, réélu au regard de la manière dont il a transfiguré au regard de la manière dont il a transfiguré le pays. Mais je dirais plutôt au regard de la manière dont il a plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance, en dépit des énormes ressources qui ont été engrangées au niveau du budget de l'État. Ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, on ne peut pas terminer ce bilan sans faire allusion aux Congolais. Mais pour les Congolais, l'illustration du bilan est claire, très claire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les retraités sont en train de piailler. Les étudiants piaillent. Les travailleurs de beaucoup de structures n'ont pas de salaire. Ils accumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Où allons-nous? Que fait-on de la répartition de la richesse nationale? Et après, on vient nous dire qu'il faut que le président s'assoie, annonce sa candidature pour l'année 2020. Candidature, pourquoi? Pour enfoncer davantage les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et je crois que quelque part, il faut que l'on ait quand même une pensée tout à fait particulière pour ces Congolais qui ont consenti et qui consentent d'énormes sacrifices. Et pourtant, mais ils veulent coûte que coûte conserver le pouvoir. Voilà, chers téléspectateurs, avant de passer à la conclusion. Je dois dire, je ne sais pas si j'y ai réussi, mais j'ai voulu faire l'effort de mettre à nu un certain nombre de manipulations et de manigances du pouvoir qui tient coûte que coûte à conserver le pouvoir, bien qu'ils aient plongé le pays dans le chaos, dans une grave crise multidimensionnelle dont ils n'ont pas pu trouver depuis plus de 10 ans les solutions idoines et appropriées de sortie de crise. On peut leur dire, il y a à travers le monde certainement plusieurs Congolais qui aiment ce pays et qui peuvent aider à ce que ce pays sorte de la situation catastrophique dans laquelle il a été plongé. De façon synthétique, à travers cette émission, je vous ai fait ressortir un certain nombre de problèmes. La grave crise multidimensionnelle, le changement de constitution, soi-disant pour faire évoluer les institutions, mais en réalité, pour la conservation du pouvoir. Et Jean-Louis Debré nous l'a fait apparaître clairement dans son livre, ce que je ne pouvais pas dire. La protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la situation actuelle. La justice à 2 vitesses. La gouvernance électorale basée sur le vol, la tricherie et la fraude. Quel scandale! J'en suis terriblement triste. J'en suis terriblement préoccupé. Et que constatons-nous? Malgré cette situation, non seulement on veut continuer coûte que coûte à demeurer au pouvoir, mais on veut sanctionner des honnêtes citoyens qui ont choisi d'apporter leur contribution à l'animation de la vie politique du pays, tout en sachant que soi-même, on n'est pas conforme à la loi, on n'est pas exemplaire. Mais on les élimine, pourquoi? Mais parce que c'est des obstacles à la conservation coûte que coûte du pouvoir. Chers téléspectateurs, j'ai choisi à l'approche de la fête du 15 août, de la fête du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, essayer de brosser ces tableaux pour que les Congolais prennent conscience qu'il ne faut pas qu'ils se laissent endormir. J'ai lu un passage de la déclaration du président Ibrahim Traoré, passage que j'ai fortement apprécié. Et je reviens pour dire, nous exhortons les Congolais à ce qu'ils prennent conscience qu'ils ont la responsabilité de prendre le destin de leur pays entre leurs mains. Les Congolais souffrent trop. Les gouvernants actuels ne les aiment pas.
Ils les ont plongés dans une grave crise multidimensionnelle. Ils ne font rien pour les en sortir. Ils ne veulent même pas agir pour la réduction du train de vie de l'État, de sorte qu'un ministre d'État peut se plaire avec un salaire de 15 millions de francs CFA par mois et une indemnité de logement de 2 millions. Et le SMIC à 70 000 francs. Véritablement, quelle indifférence, quel manque d'amour. Bref, nous avons tenu à vous faire cette émission pour que vous preniez conscience d'un certain nombre de choses. Pour que vous preniez conscience que toutes ces choses sont désormais mises à nu. Et chaque fois que nous le pourrons, nous continuerons à mettre à nu. Et je me tourne vers le gouverneur pour dire, pourquoi vous avez cette méchanceté envers les Congolais? Qu'est-ce qui est difficile pour vous de vous mettre debout, de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public pour améliorer la condition de vie des Congolais? Pourquoi cette méchanceté? Bref, nous vous observons, mais sachez que les Congolais ont commencé à prendre conscience de la situation. Et j'ose espérer qu'ils prendront leur destin véritablement entre leurs mains. Et je terminerai par le rappel que je vais vous faire en vous disant que le 12, c'est dans quelques jours, nous aurons notre rendez-vous avec le webinaire que nous allons faire. Et je m'efforcerai au cours de cette rencontre à apporter des réponses aux questions que vous me poserez. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous cette fois-ci pour le samedi 16 août. J'ose espérer qu'à cette occasion, si Dieu le veut, nous aurons la possibilité de faire des commentaires sur le message ou les messages qu'on va nous faire passer le 14 août au soir. Telle est l'habitude. Et nous osons espérer que nous exploiterons ce qui nous sera dit et nous en donnerons notre appréciation aux téléspectateurs et à nos militants et à tous les Congolais. Merci pour votre aimable attention et à bientôt. Merci.